Voici la deuxième partie de l'article Comment choisir un CRM pour ses commerciaux, les 15 questions à se poser, que j'ai écrit pour le blog de Sparklane, la solution de Sales Intelligence en B2B. Donc dans la première partie, on a vu quelle était la stratégie générale de l'entreprise pour déterminer le CRM. Ensuite, le CRM n'était qu'un outil. Quel est votre budget? Ça c'est important parce que le budget initial certes, mais il faut prévoir toujours une poire pour la soif, au moins 10 à 15% de budget en plus dans l'année pour la formation, les évolutions, etc. Est-ce que la solution de CRM est ouverte et est-ce qu'elle communique avec vos outils? Est-ce qu'elle est adaptée à votre activité quotidienne avec un scénario de la journée type? Est-ce qu'il existe une version mobile dédiée? Priorisez vos besoins et sachez ce que vous voulez exactement. Est-ce que l'information et l'intégration avec le système d'information utilisé par les commerciaux fonctionne et est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que vous n'êtes pas un cobaye? Aujourd'hui, en fait, on va continuer et on va voir les autres questions. La huitième question, c'est est-il possible d'aller rendre visite ou de téléphoner à un prospect équipé de la solution? Ça, c'est vraiment important parce que souvent, en fait, on est un peu charmé par un outil de CRM, un peu sexy, par une belle démo. Et le client, il sait pas trop, il se dit ouais, ça a l'air d'être pas mal, on fait confiance au gars, on reste encore dans l'émotionnel. Or, en fait, ce qui est important, c'est de vérifier que ça marche vraiment. Donc, surtout que parfois des éditeurs vous disent oui, oui, on a des clients dans le secteur d'activité. À ce moment-là, vous dites bah, ok, d'accord, est-ce qu'on peut les appeler? Et là, en fait, souvent, vous allez voir des gens qui vont être un peu plus embarrassés parce que soit ils n'ont pas de clients, soit les clients ne sont pas contents, etc. Donc, c'est vraiment important d'aller discuter en vrai avec un client. Ça peut être par téléphone, vous dites voilà, je l'appelle au téléphone 15 minutes, moi il n'y a pas de souci. Bien sûr, idéalement c'est d'aller chez le client, mais c'est toujours plus compliqué. Mais appelez-le au minimum par téléphone. Par téléphone, vérifiez bien que vous êtes sur la bonne personne, le bon interlocuteur, parce que parfois ça peut être un commercial et c'est pas forcément le responsable, etc. Donc lors de votre visite, n'hésitez pas également à poser les questions qui fâchent, comme par exemple quel genre de problème rencontrez-vous avec la solution? Qu'est-ce que vous avez comme souci actuellement? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Ça, c'est bien sûr des questions à poser au client, pas à l'éditeur. L'éditeur ne vous le dira pas. Ça, c'est des questions à poser au client. Quels sont les problèmes que vous rencontrez actuellement avec les solutions? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Qu'est-ce que vous avez comme surprise lors de la mise en place de produits? Combien ça vous coûte vraiment? Etc. etc. Parce que là, vous aurez la vraie vérité et les gens, quand ils sont en face de vous ou au téléphone, ils vous diront la vérité. Voilà. Et même s'il y a le fournisseur qui est au téléphone à côté de vous, ils se sentiront obligés de dire la vérité. Voilà. Les témoignages sur les sites internet, les logos, etc. sont intéressants, ils permettent d'avoir des idées, mais ne sont pas toujours fiables. Donc il faut toujours vérifier la véracité des informations. Moi je sais que certains, nos concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des témoignages sur leur site internet de clients qui sont plus clients depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire plus. Donc dans ces cas-là, vous identifiez la personne qui a fait le témoignage, vous avez son nom, son prénom, vous le contactez sur LinkedIn, vous l'appelez au téléphone, ou alors vous lui envoyez un simple email, vous dites voilà, tiens, j'ai vu que vous étiez client sur telle marque, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Voilà, ça c'est vraiment important. Est-ce que vous avez prévu aussi un programme pilote? Ça, c'est vraiment important. On ne va pas tout de suite mettre en place l'intégralité du CRM. On va commencer par petites phases. On va commencer avec un lot 1, lot 2, lot 3. Donc on va, par exemple, mettre en place le CRM sur une équipe commerciale ou sur une région ou sur une petite sélection de personnes qui sont un peu moteurs, qui sont intéressées par le sujet, etc. Et pourtant des gens qui sont aussi proches du terrain. Il ne faut pas que ça soit non plus le cas particulier avec des gens qui fonctionnent de manière vraiment différente de tous les autres. Donc ça c'est important, le programme pilote. Il faut vraiment aussi penser à l'évolution et à la fin du projet. C'est un petit peu compliqué parfois de se retrouver avec un produit qui n'est pas tout à fait bon, on n'a plus de temps, on n'a plus de budget. Il faut faire attention à ce piège à la fin du choix. Souvent en fait l'éditeur ou l'intégrateur vous mettra devant le problème du choix en disant tiens voilà, maintenant on a fini, on a fait le budget, c'est comme ça, vous faites soit ça ou soit ça. Donc parfois il faut accepter de non. J'accepte pas ça. Alors comment ça peut arriver? Vous allez me dire c'est bizarre, moi ça arrivera pas. Ça arrive en fait du fait que souvent vous avez chez vous dans l'entreprise un chef de projet qui est proche en fait de l'équipe projet, de l'intégrateur, de l'éditeur, etc., etc. Il a travaillé avec eux, il est conscient en fait des problèmes, il sait qu'il a dû faire des choix, etc., etc. Or, si vous laissez cette personne derrière sans contrôle, finalement elle va accepter des choses parce que elle comprend les problématiques, elle comprend que ceci, elle comprend que cela, ce qui est tout à fait humain. Or, si vous êtes DG, vous allez vous retrouver avec un produit, le chef de projet que vous avez chez vous aura fait des concessions, aura fait des trucs, et vous, ça vous plaira pas parce que le produit n'est pas adapté, il n'y a pas des choses comme ça. Donc, il faut toujours avoir une seconde ligne
Une seconde ligne, c'est une autre personne derrière qui n'est pas impliquée dans le projet, qui ne connaît pas les gens, qui n'a pas de relationnel et qui viendra taper du poing sur la table, qui viendra s'assurer que tout est correct, etc. etc. Donc ça c'est important, c'est un programme pilote et ensuite d'avoir un second niveau, une seconde ligne de gens qui vont un petit peu taper du poing sur la table et vérifier que tout est ok et tout est conforme. Voilà. Le dixième point, dixième question, c'est est-ce que vous pouvez vérifier l'application avant? C'est important de pouvoir utiliser vous-même la solution parce que si vous êtes capable de l'utiliser, tout le monde va pouvoir y arriver. Donc bon, il ne faut pas se dire non plus que tous les produits sont utilisables. Dès que vous êtes dans les solutions métiers, les solutions complexes, des solutions à forte valeur ajoutée, vous ne pourrez pas utiliser le produit parce que c'est du spécifique. Il y a toujours des choses qu'on ne peut pas mettre dedans, vous avez des spécificités, etc., etc. Donc dans ces cas-là, ok, si vous ne pouvez pas utiliser le produit, est-ce que vous pouvez avoir tout simplement une démonstration personnalisée avec votre scénario type, avec des données que vous allez fournir. Alors vous fournissez un fichier Excel, vous fournissez un petit peu une structure de produit, etc., etc. Donc ça, c'est cette démonstration avancée. Parfois, il peut même être intéressant de payer pour un POC. Un POC, c'est un Proof of Concept, c'est-à-dire un essai. Parfois, ça coûte, allez, on va dire 1000, 2000 euros, voire parfois plus, ça coûtait 5-10 000 euros d'ailleurs. Mais en tout cas, ça permet d'avoir une version pas finale, mais presque finale. C'est-à-dire que l'éditeur ou l'intégrateur va passer, par exemple, 3, 4, 5, 6 jours à faire une personnalisation, intégrer vos données et vous montrer un petit peu à quoi ça pourrait sembler à 80%. Donc là, il vous montre ça et vous dites ok, d'accord, ça correspond. Donc ça, c'est important de pouvoir soit tester et utiliser le produit, soit en fait demander une version, une démonstration personnalisée par l'éditeur ou le revendeur, soit en fait payer un POC en disant ok, je suis prêt à lâcher 1000 euros qui viendront en déduction de la facture ou partiellement en déduction de la facture totale. Voilà. Donc voilà. Plus en fait vous aurez une organisation complexe par contre, moins vous pourrez utiliser des solutions simples. C'est-à-dire qu'une solution qui coûte 10 euros par mois, il faut vraiment être clair, ça ne conviendra pas à une grande entreprise parce que souvent c'est pas très profond en fonction, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de fonctionnalités, ça se limite vraiment à des choses très simples, mais en plus vous ne pourrez pas personnaliser avec vos processus métiers, lancer des enclenchements, avoir des gestions complexes tarifaires, des choses comme ça. Voilà. Donc les fonctions évoluées obligent obligatoirement d'avoir un CRM plus complexe parce qu'il y a du paramétrage, il y a des choses à prendre en compte. Donc dans ces cas-là, n'ayez pas peur d'aller voir des éditeurs qui ne proposent pas des solutions d'essai gratuits. Parfois, il vaut mieux chercher des éditeurs qui ont vendu à vos concurrents. Donc vous tapez CRM pour tel truc, ou vous tapez le nom de vos concurrents avec le nom CRM, ou alors vous regardez sur les références des éditeurs que vous recherchez s'il n'y a pas des clients que vous connaissez, enfin des concurrents que vous connaissez déjà, etc. Donc ça c'est vraiment important. Mettez-les en concurrence. Alors au départ, moi je préconise de ne pas faire une course avec 50 éditeurs, ça sert à rien du tout. À la rigueur, au départ, vous pouvez avoir une première shortlist avec, on va dire, 4-5 maximum prestataires et à la fin vous shortlistez avec 2-3 prestataires, pas plus, parce qu'autrement vous allez perdre du temps, vous allez pas avoir des réponses de qualité. Et vous le précisez, vous dites voilà, nous on met en concurrence 3 éditeurs. Voilà. Et donc vous avez une chance sur 3, donc moi je compte sur vous pour faire une super démo. Voilà, et vous personnalisez, vous faites quelque chose qui va être bien, une personnalisation importante. Si vous dites au client, voilà, tu as une chance sur 3, enfin on revend le client, aux fournisseurs, tu as une chance sur 3 de remporter le dossier, ils vont faire des efforts. Si vous dites voilà, on fait appel à une sélection de fournisseurs, une sélection c'est-à-dire 5, 10, là forcément il va moins se concentrer là-dessus. Donc c'est important là-dessus. Voilà. Prenez le temps aussi d'essayer l'application en conditions réelles. Parfois en fait il y a des gens qui installent, qui utilisent 5 minutes, 10 minutes et puis voilà c'est fini. Or un CRM c'est comme si vous achetiez un appartement, c'est comme si vous achetiez une maison. Le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire que vous n'allez pas en fait acheter un appartement ou une maison en rentrant dedans, en regardant 5 minutes, ah ouais ça a l'air pas mal, il y a une cuisine, il y a une chambre, ah ok d'accord j'achète. Non, un CRM c'est comme une maison, vous allez vivre dedans entre 3 à 5 ans, donc il faut prendre du temps, il faut essayer, parfois il faut dire non mais on repousse ou alors on n'est pas sûr, et si vous n'êtes pas sûr c'est qu'il y a un problème. Moi je dis toujours, quand il y a un doute, si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut toucher. S'il y a un truc qui est incertain, qui n'est pas clair, il faut en parler, c'est vraiment essentiel. Parfois, il y a certains éditeurs qui jouent en fait sur cet aspect un peu flou, sur des non-dits ou non-écrits. Et là, c'est vraiment le coup à se faire avoir. Il faut toujours vérifier tout ça et préciser tout ça. Voilà. Question numéro 11, quelles sont les tâches que l'application va automatiser dans le travail de vos commerciaux? Ça c'est important, parce que le CRM ne va pas être là pour reprendre ce que vous avez ou rajouter du boulot en plus, il doit automatiser des choses.
Donc le meilleur moyen de vendre un CRM à des commerciaux, c'est vous dire qu'est-ce que vous allez faire pour gagner du temps, qu'est-ce que ça vous apporte. Donc par exemple, ça peut être une GED pour retrouver les documents, les emails, ça peut être un reporting automatique, ça peut être des relances des rappels, ça peut être l'intégration des prospects depuis le site web, ça peut être de l'IP tracking, ça peut être la gestion du social selling. Bref, qu'est-ce que vous faites actuellement qui vous prend du temps? Qu'est-ce qui va être automatisé? Listez-le lors de vos ateliers de travail avec vos commerciaux. Qu'est-ce qui leur prend du temps? Des visites, des rapports, des machins, des bidules. Ils doivent ressaisir après en rentrant à la maison. Ils doivent envoyer un email à leurs collègues pour qu'ils partagent l'information. Voilà. Qu'est-ce qui prend du temps? Comment vous allez réduire ça et comment ça va leur faire gagner du temps? Voilà. Et après, il y a les fonctionnalités en plus. Attention, c'est vraiment différent. En plus, c'est par exemple du social selling. On va intégrer les données sur LinkedIn, on va remplir les fiches de manière automatique, on va envoyer des rappels, des machins. Ça, c'est vraiment ce qui est en plus. Mais vraiment, dites-vous déjà ce qu'on peut améliorer. Voilà. L'erreur, c'est ne survendez pas votre CRM, vos commerciaux. C'est important ça. Au départ, en fait, il y a beaucoup d'auditeurs qui disent oh, non mais ça va être génial, regardez, vous allez faire ceci, cela. Or, en fait, le CRM, ça devient intéressant à peu près entre 3 et 6 mois après la première utilisation. Parce qu'au départ, il faut le remplir. Un CRM, en fait, c'est comme une base de données. Si elle est vide au départ, il n'y aura pas grand-chose. Donc, il faut remplir avec des affaires, des rendez-vous, etc., etc. Et c'est que, grosso modo, après 3 ou 6 mois, que ça devient vraiment intéressant. Et c'est là, vraiment, qu'on va avoir des informations, qu'on va bénéficier des automatismes, etc. Donc, dites-leur, OK, c'est 3 à 6 mois qu'on va vraiment avoir la quintessence du produit. Et c'est là que vous allez commencer à faire un bilan. 3 mois minimum, voilà. Avant, donc, faites vraiment vos ateliers de travail, qu'est-ce qui leur prend du temps, qu'est-ce qui coince dans le processus de vente, comment on peut l'améliorer. Puis des fois, en fait, vous pourrez même améliorer des choses qui ne sont pas liées au CRM dans votre organisation à vous, qui seront, entre guillemets, en plus en bénéfice et en bénéfique dans l'adoption du CRM et qui vous permettront aussi d'adopter un CRM qui soit beaucoup plus adapté, qui ne va pas être juste, en fait, un petit truc en plus, mais qui va vraiment apporter des choses vraiment plus particulières et beaucoup plus efficaces. Je le disais aussi, là, il faut intégrer les dernières nouveautés des ventes. La vente vraiment a évolué de manière importante durant les 5 dernières années. Il y a le smartphone, il y a les tablettes, il y a les habitudes des prospects qui recherchent sur Internet, il y a le social selling, etc., etc. Vérifiez bien que le CRM contient toutes ces informations-là. Le CRM doit être capable de s'interfacer avec des nouveaux outils, par exemple intégrer un chat. Les gens ils discutent sur le site Internet, c'est archivé. Des chats internes pour discuter ensemble, pour être plus réactifs. Des outils de gestion de projet. Est-ce que c'est compatible Slack ou est-ce qu'on peut utiliser un outil comme Slack? Est-ce qu'il y a des FAQ interactives? Bref. L'adoption des nouveaux outils doit mettre en place une productivité accrue. C'est pas refaire comme avant, c'est faire autre chose. Donc mettre en place de nouvelles techniques de vente se fait pas aussi avec un simple outil. Prévoyez une formation. Si vous dites ok, on va utiliser les médias sociaux, on va utiliser LinkedIn, prévoyez une formation sur le social selling parce que c'est pas comme ça, c'est pas inné, c'est pas hyper simple. Le social selling, ça s'apprend un peu. Vous pouvez très bien mettre quelqu'un qui est un peu féru là-dessus en test. Vous pouvez acheter une petite formation vidéo, vous pouvez acheter vous utiliser un livre blanc, faire des tests et ensuite les tendre à l'intégralité des équipes commerciales. Enfin, la mise en place du CRM peut aussi servir de socle pour l'organisation, une réorganisation. C'est-à-dire que vous dites voilà, tiens, on va revoir l'organisation commerciale, en même temps on voit le CRM. Alors, essayez un petit peu de pas tout phaser en même temps, parce que si vous faites la réorg et en plus le CRM, vous aurez les deux problèmes à gérer en même temps. Donc, faites plutôt la réorg et ensuite vous mettez le CRM ou inversement. Mais vraiment, dites-vous que ça peut être un bon moment de revoir un certain nombre de choses dans l'entreprise, revoir des process. 13e question à se poser, quels autres services le CRM va-t-il impacter? Un CRM, vraiment simplifier la vie des commerciaux, c'est important, mais aussi ça va permettre de partager l'information en interne et en externe, c'est-à-dire qu'on peut aussi ouvrir son CRM à ses clients pour discuter avec eux, faire de la gestion de projet, partager des documents, mettre à disposition des trucs. Donc il faut aussi parler de ce projet CRM aux autres équipes de l'entreprise, l'équipe projet, le marketing, les services, le SAV, etc. Parce qu'autrement, si vous faites que un truc dans votre coin et vous n'en parlez pas, ils vont se dire mais attendez, nous on a déjà ça, puis on a tel outil, on pensait justement à faire ça. Parlez-en. Par contre, une chose qui est importante, ne les mettez pas trop dans la boucle. Ça c'est vraiment une erreur. Au début on se dit tiens on va faire notre CRM tranquille, et puis on en parle au marketing, on en parle au SAV, on en parle au machin, et puis dire oui moi je voudrais ça, attendant il faut que ça fasse ça, etc., etc. Puis on se retrouve avec un projet étendu qui va pas aboutir avec trop de contraintes, etc. Donc mettez-les dans la boucle, mais ne les intégrez pas dedans. Dites ok, mais attendez, t'inquiète pas, on viendra te voir après, on t'informe, tu pourras faire ça, on met notre truc en place et on revient vers toi. On a bien pris en compte tes remarques, tes problématiques, on les a indiquées dans un cahier des charges d'une version 2, etc., etc. Voilà, ça c'est important.
Donc ensuite, simplifier les tâches administratives, hein, vraiment l'intégration des formulaires web, les alertes, ça c'est vraiment quelque chose qui va être important. Le quatrième point, quatrième question, qui va être le chef de projet? Ça c'est quelque chose qui arrive souvent dans une petite entreprise. Ils définissent pas de chef de projet, ils disent oh non mais de toute façon c'est juste un logiciel à mettre en place, ça va être Toto qui va s'en occuper, et puis voilà. Or c'est faux, un CRM nécessite vraiment d'avoir un responsable, un chef de projet, parce qu'il faut être en rapport avec le prestataire, il faut le guider, il faut l'accompagner. C'est pas juste on prend un CRM, c'est un outil comme la compta, c'est un outil comme la paye, c'est mis en place et puis c'est le comptable qui se démerde. Non, il faut quelqu'un qui connaisse le métier. S'il y a un problème, on le verra. En fait, le CRM, c'est aussi comme un vêtement. S'il y a une couture, s'il y a une étiquette qui vous irrite, eh ben, au début, ça va juste commencer à gratter, après, ça va vous irriter, et puis après, ça va faire une trace rouge. Donc, en fait, c'est pas judicieux de dire oh non mais c'est juste un produit, c'est quelqu'un qui va s'en occuper comme ça de temps en temps. Non, il faut nommer une personne qui sera responsable, qui sera la garante de l'adaptation, ça c'est vraiment essentiel. Et ce chef de projet doit être une personne qui connaît le métier de l'entreprise, c'est pas un stagiaire, c'est pas un nouveau commercial, c'est quelqu'un qui a vraiment de l'influence dans l'entreprise pour que justement il soit pris en compte et qu'on se dise non mais c'est Toto qui l'a fait et Toto lui il connaît bien le truc donc il va nous défendre, etc. etc. Voilà. Le CRM ne se fait pas non plus à temps partiel, il faut accorder du temps. C'est minimum un jour complet par semaine pour faire un suivi des tests, expliquer les besoins, faire un rendez-vous, un cahier des charges. Donc en fait, il faut dégager du temps et se dire ok, bah, si c'est un commercial, bah, cela, il faut lui réduire son objectif commercial, etc., etc. Ou si c'est un directeur commercial, il doit accepter pendant un mois de planifier une journée par semaine pendant un mois ou 2 mois. Voilà. Donc le chef de projet doit faire des choix et il doit toujours vérifier qu'ils sont pertinents. Donc vérifier que tout le monde est OK. Il faut éviter cet effet tunnel dont je parlais un petit peu tout à l'heure. L'effet tunnel, moi je l'ai vécu plein de fois. L'effet tunnel, c'est on travaille en équipe, on travaille avec un gars dans l'entreprise, on travaille vraiment côte à côte, on est en équipe. Puis voilà, tac, 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 on a développé. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il a dû faire des choix, il a dû faire des arbitrages, je ne connaissais pas des choses. Et tac, on déploie le truc et puis là tout de suite ils disent mais non mais ça va pas ça. Mais vous avez oublié ci, vous avez oublié ça. Et ça c'est l'effet tunnel. On se retrouve à la fin, on a dépensé tout le budget, on a tout dépensé, on a tout fait, puis on a oublié des trucs qui étaient évidents pour certaines personnes, mais qui n'étaient pas évidents pour le chef de projet. Et là, c'est la merde. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment mettre dans la boucle après des gens, des opérationnels, et faire un point régulier. Voilà. Le CRM aussi fait que c'est un projet de coopération, c'est-à-dire que l'éditeur n'est pas juste un exécutant, c'est pas le gars qui est là et qui va faire ce qu'on lui demande et il réfléchit pas. Non, l'éditeur il sait connaître son outil, il sait ce qu'on peut faire, il sait ce qu'il a fait avec d'autres clients. Donc il doit vous dire à un moment donné non, stop, stop, non on peut pas faire ça, non c'est pas une bonne voie. Ou attention si vous faites ça, attention à ça, vous allez voir ça, 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 ça. Donc ça c'est important. Voilà. Dernière question, quelles sont les spécificités de votre métier ou de votre secteur d'activité? Donc c'est vraiment important de ne pas essayer de tordre son CRM. Parfois on prend un CRM pas cher et on essaie de dire bah tiens je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait non, il faut se dire non mais c'est pas le bon outil. Il faut éviter de trop tordre les trucs. Il y a des fois on peut pas automatiser des choses en fait qui sont pas bien. En fait il faut vraiment se dire voilà, lister les spécificités que vous avez à faire. Et des fois un CRM qui a l'air sympa, qui a l'air génial, qui a l'air pas cher, bah, ça sera pas le bon. Il faudra dire non. Par exemple, il y a des pièges hein, sur tout ce qui est, comme je disais, la gestion des devis, la gestion qui fait les devis, où on fait les commandes, quels sont les rôles, les accès, les profils, par région, par pays, par portefeuille, par langue, quelles sont les différentes langues, est-ce qu'on doit gérer des abonnements, des facturations récurrentes. Quelles sont les populations, les besoins entre les commerciaux sédentaires, les commerciaux nomades, est-ce qu'il y a des restrictions particulières dans vos données médicales, etc. etc. Est-ce que l'application est critique pour l'entreprise? Est-ce qu'on doit l'utiliser par un télévendeur? Auquel cas, il faudra quand même faire gaffe à la disponibilité de l'application. Quels sont les SLA, les niveaux d'engagement, de disponibilité? Bref, dites-vous quelles sont vos spécificités métiers, comment vous travaillez avec des revendeurs, vous travaillez avec des clients, ces clients sont combien? Est-ce qu'ils sont 10 000? Est-ce qu'ils sont 100 000? Est-ce qu'ils sont 1 million? Ça c'est quelque chose qui est important. Combien de champs vous allez mettre dans la fiche? Généralement il vaut mieux mettre le moins de champs possible et ensuite en rajouter parce que parfois on arrive à des champs, à des fiches qui sont hyper longues et les gens ils doivent naviguer, cliquer, machin, etc. Faites vraiment attention à ça. Combien de temps on fait pour remplir une fiche? Combien de temps on va faire pour la mettre à jour, etc. etc. Voilà. Donc dites-vous qu'il y a des fois des choses qui vous paraissent évidentes et simples parce que c'est votre métier de tous les jours, mais parfois ça peut être super complexe à quelqu'un qui est éditeur de CRM en disant non mais ça ce que tu veux c'est hyper compliqué quoi. Donc il faut vraiment faire plusieurs réunions de travail, échanger sur votre métier. Dites-vous que c'est 1 heure passée que vous avez passé à présenter votre métier, c'est 3 heures que vous allez sauver dans votre projet. Donc si vous faites 2 ateliers de travail d'une journée, finalement vous allez sauver 6 jours après par la suite, 6 jours que vous allez sauver.
vraiment en galère, en coût, en machin, etc. etc. Voilà, donc j'ai essayé de vous résumer dans ces 15 questions tout ce que vous devez savoir lorsque vous voulez mettre en place un CRM. C'est important de se dire que le CRM ne doit pas être mis en place comme un coup de cœur, il doit être réfléchi, c'est pas un outil, c'est un outil justement, c'est pas la solution miracle, c'est un engagement financier, c'est un outil que vous allez utiliser tous les jours, donc il faut vraiment vérifier que ça marche. Alors là, tout ce que je vous ai dit est vrai, hein, mais après, à contrario, on peut très bien se dire, tiens, je suis directeur commercial ou je suis un commercial, j'ai utilisé un outil comme ça, regardez, parce que moi ça m'intéresse, j'ai commencé à l'utiliser et ça a l'air génial, regardez, je peux faire ci, je peux faire ça. Et là, on peut se dire, tiens, ça a été validé par quelqu'un, ça fait déjà 60% du job, bah, peut-être qu'on peut partir là-dessus, on va l'utiliser à 4-5 personnes et tac, ça peut marcher. Donc voilà. Donc il faut vraiment se dire, il y a des choses qui fonctionnent bien, les 15 questions permettent vraiment de filtrer sa demande, mais après, on peut très bien aussi tester et voir si ça marche. Le test and learn fonctionne également très bien. On utilise un produit en conditions réelles et on voit que ça marche, etc. etc. Donc à vous de jouer, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le blog de Sparklane pour voir la solution de Sales Intelligence qui s'intègre à la plupart des solutions de CRM. Allez, à bientôt!